n'aurait pas vraiment apprécié qu'un de ses modèles parle de son film. Ça, je pense qu'il n'aurait pas trop aimé ça. D'autre part, c'est un problème plus large à ce moment-là. Est-ce qu'il aurait apprécié les bonus qu'on met dans les films? Je n'en suis pas sûr. Je pense que Bresson aurait certainement préféré qu'on montre ses films sur un grand écran, dans une salle de cinéma, et que l'idée qu'on puisse voir ce film sur un petit écran de télévision, et même sur un téléphone mobile, ne l'aurait pas vraiment comblé. Bon, c'est tout. Bon, alors cela dit, puisqu'il faut quand même parler de ce film, je suis tout à fait d'accord pour en parler, mais je voulais dire ça par rapport au souvenir de Bresson, à la mémoire de Bresson. Je ne dirais pas que c'était un marginal. Il était pleinement à l'intérieur. Et je crois, puisqu'il a secoué beaucoup le système confortable du cinéma. On dit un rebelle. Ah, tout à fait, il était un rebelle. Il était un rebelle et il est resté rebelle. On avait été voir plusieurs films ensemble. Il n'était jamais content. Enfin, on allait au cinéma ensemble. Et on faisait le repérage, on allait au cinéma, etc. Et il tressaillait tout le temps sur son fauteuil. Et souvent, il me disait, comment on peut faire une chose pareille? Comment on peut faire une chose pareille? Bon, moi, je voyais rien de... Je l'emmenais voir des bons films, en plus de mon point de vue, c'était pas n'importe quoi. Et en fait, il n'était jamais... le cinéma des autres... Il le supportait difficilement. Je pense que tout ça est venu de là, c'est-à-dire que, bon, il a réfléchi sur l'essence même du cinéma et il s'est aperçu que que le cinéma n'était ni du roman filmé, ni du théâtre filmé. C'était autre chose qui se rapprochait plus à la fois de la musique et de la peinture. Au début, c'était un homme qui se voulait peintre, qui peignait beaucoup d'ailleurs et pas mal du tout. Et je me souviens d'un jour, et c'est bizarre, ça m'avait tellement frappé, on parlait de cinéma, etc. Il m'a dit, mais vous savez, Pierre, dans les préparations, on vit des moments exceptionnels avec les metteurs en scène. Après, les choses sont plus ou moins exceptionnelles et plus ou moins heureuses. Mais la préparation, c'est généralement le moment béni de notre travail. Et un jour, il m'a dit, oh, vous savez, Pierre, on parlait de peinture. J'aimais beaucoup peindre. Seulement, personne ne voyait mes toiles. Il dit, vous savez, peut-être que j'ai fait du cinéma pour qu'on voit ce que je faisais. Qu'on s'exprime par la peinture, par la forme picturale, qu'on s'exprime par la forme cinématographique. La puissance, c'est la forme. Quand on voit comment, je sais pas, moi, Van Gogh voit un champ de coquelicots, bah, c'est tout à fait particulier. C'est plus un champ de coquelicots, c'est-à-dire que le fond disparaît, enfin il est toujours là, mais il est déformé par la forme. Il donne une contorsion justement à ces coquelicots, mais on sent l'homme qui regarde, donc on sent, je sais pas, c'est terrible, c'est plus des coquelicots, des tournesols. C'est plus des tournesols, c'est autre chose. Donc c'est le cœur de l'homme, voilà. Et je pense que c'est encore plus près. Il est encore plus près du cœur, finalement, en filmant des tournesols, que s'il essayait d'exprimer le sentiment qu'il a, qu'il peut pas peindre. Bah, Bresson fait la même chose. Alors après, oui, alors il est très fort, c'est qu'il a bien compris que le motif doit être... Si vous voulez, moi simplement, la seule réserve que j'ai toujours sur lui, c'est qu'on en fait toujours un commencement, comme si c'était le début de quelque chose, et que tout découlait. Alors qu'il est quand même le fils spirituel d'autres cinéastes, en fait. Donc il est lui-même dans une histoire, aussi bien influencé par Dreyer qu'influencé par Jean Epstein, influencé par des cinéastes anciens, chez qui on retrouve déjà, finalement, les racines de son travail. Donc il faut rendre aux autres... Voilà, c'est tout, c'est simplement de restituer les choses à qui ça appartient, ça retire rien Robert Bresson. J'ai assisté une fois à une projection de montage, parce qu'il n'allait pas dans les salles de montage, et il se faisait projeter des petits morceaux de montage
après les rushs. Il restait avec le monteur et il se faisait projeter le petit morceau qu'il avait monté. Et je me souviens qu'une fois, j'étais restée et il avait dit au monteur, après les, je sais pas, 3 minutes, il dit, vous n'avez rien compris, vous me recommencez ça pour demain. Sans explication. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi ce que je voulais exprimer. Et le monteur recommençait, puis le lendemain, c'était un peu mieux, et puis ça y est, puis ça marchait. Mon service militaire qui à l'époque durait 2 ans, et je voulais travailler dans le cinéma. J'avais l'intention de travailler comme scénariste, etc. Et des amis à moi m'ont envoyé voir un producteur qui s'appelait Jean Thuillier. C'était lui qui produisait le film Un condamné à mort s'échapper. Et il me dit, Bresson cherchait quelqu'un. Je n'avais jamais eu l'envie d'être comédien ou de jouer dans un film. Bon. Mais finalement, ça m'a intéressé. Je me dis, c'est une expérience très intéressante quand même de voir comment. Donc j'ai un rendez-vous avec Bresson. Je vais dans l'île Saint-Louis. Je rencontre donc Bresson. Et il me dit, ça m'intéresserait quand même qu'on travaille un peu. Et il me fait lire des textes, un texte en particulier, des Anges du péché. Je me souviens du texte un peu. Mère Marie trouve qu'un peu de poussière sur ses meubles choque Dieu. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que dans le livre que Anne Wiazemski a écrit sur son expérience avec Bresson, elle raconte la même chose que moi, c'est-à-dire qu'elle est allée voir Bresson dans l'île Saint-Louis et qu'il lui a fait lire, qu'il lui a fait travailler ce texte des Anges du péché. Bon, je pense qu'il devait trouver, ce texte devait avoir pour lui quelque chose d'important qui lui permettait de juger, de la possibilité de la personne qui le lisait. Et comme je n'ai pas de scénario, je me demande si Bresson m'avait donné le scénario. C'est-à-dire peut-être il n'avait pas envie que je sache ce qui allait se passer après. Ah oui, moi je fais la même chose. Ouais. Oui, c'est pour ça que... Oui, non, tout à fait. Non, mais je comprends ça très bien. Moi, j'ai donné mon scénario, mes dialogues à des acteurs, j'ai vu le désastre qui en résulte, donc je ne le donne plus. Voilà. C'est-à-dire que l'acteur n'a pas à être au fait du dialogue. C'est-à-dire que l'acteur doit jouer sans nécessairement comprendre ce qu'il fait. Et de cette incompréhension ou de son ignorance augmente bien souvent la perception du spectateur. Donc le spectateur augmente. Sinon, si vous voyez un type qui sait son texte, qui le récite, moi je m'ennuie. Voilà. Si vous voulez, Bresson ne donnait aucune indication de sentiment ou de ressenti de quelque chose. Et avec cette angoisse permanente qu'on trahisse le propos. De toute façon, vous savez bien que Bresson, il tourne 25, 30, 40 fois, 50 fois. Dans Au hasard Balthazar, je crois qu'il y a une fois où on a dû tourner 3 mots, 4 mots, plus de 50 fois. C'est-à-dire qu'il ne donne pas d'indication aux acteurs, moi je vais les appeler comme ça, enfin aux personnages, il ne donne pas d'indication, il y a une phrase, il dit, voilà, vous dites la phrase, et à force, il dit non, on recommence. Alors la caméra dit, c'est bon pour nous, non, on recommence, il ne donne pas spécialement d'indication, jusqu'au moment où il a les gens, je dirais, à l'usure. Je sais qu'il m'avait dit une fois, il me dit, vous, quand vous parlez dans la vie, est-ce que vous réfléchissez à toutes les phrases que vous dites? Quand vous dites « je vais chercher du pain », est-ce que vous avez réfléchi avant à dire « je vais chercher du pain » ? Vous dites ça naturellement, comme vous marchez naturellement. Mais il dit « moi, c'est ce que je veux ». Alors il attend que les gens soient tellement usés, si vous voulez, que finalement ça sort sans qu'ils pensent un instant à ce qu'ils disent. Vous êtes actuellement, vous êtes sur un plateau, le film passe et en dessous, il y a une bande avec le texte synchronisé. Et donc, vous devez suivre le rythme de cette bande pour être synchrone avec vos lèvres sur l'écran. Avec Bresson, ça ne se passait pas du tout comme ça. C'est-à-dire que Bresson était seul
sur le plateau, il regardait la scène, il se mettait en tête le rythme des phrases. Regardez. Et quand il avait le rythme de la phrase qu'il fallait synchroniser, on arrêtait tout. Vous attendiez dehors, vous rentriez dans le plateau, et il vous disait la phrase et vous la répétiez. Maintenant, vous avez fait votre devoir. Cela va vous aider à tenir bon. Donc, et ça pouvait durer, vous pouviez la répéter 40, 50, 60 fois. Bon. Jusqu'à ce qu'il entende ce qu'il voulait entendre. Maintenant, vous avez fait votre devoir. Cela va vous aider à tenir bon. Moi, je sais que j'ai refait des répliques. Il y en a une qui était célèbre, qui était « Couche-toi et dors ». C'est un truc qui dit indication. C'est-à-dire, je disais « Couche-toi et dors », Bresson disait non. Bon, je répétais « Couche-toi et dors », non. Je répétais encore « Couche-toi et dors », non. Donc, il ne me disait pas ce qui n'allait pas. Il attendait que la phrase vienne d'elle-même, Couche-toi et dors. comme il voulait l'entendre lui. Maintenant, il faut se taire. Ça prenait des proportions énormes. Parce qu'une fois que le son avait été post-synchronisé, il allait au montage. Bon, le monteur qui s'appelait Lamy, qui était un très bon monteur, s'arrachait les cheveux. Parce que, par exemple, on avait 5 ou 6 prises d'une même phrase qui lui convenait, mais il disait le je dans la première, le suis dans la deuxième. Voilà, mot par mot. Il allait chercher les mots dans des prises différentes. Ils vont vous relâcher. Non, Que puis-je faire pour vous? rien. On peut toujours faire quelque chose. Donc très souvent, si vous écoutez bien, il y a certains... Mais pour lui, je pense, hein, ça c'est ma propre... Moi je pense que il a abandonné les acteurs parce que les acteurs apportaient des choses dont il ne voulait pas, c'est tout. Des intentions dont il ne voulait pas. Pas d'intention. Sauf les miennes. Le pire, c'est l'intention. C'est-à-dire, c'est justement c'est un très grand film de cinéma parce que, si vous voulez, l'intention a disparu. C'est-à-dire que le tout fait corps avec l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui est filmée. Il n'y a pas quelqu'un qui filme l'histoire. C'est-à-dire que Bresson a disparu. Donc il s'évanouit à l'intérieur de ce qu'il raconte. Et ça, c'est chef-d'œuvre, ça toujours. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de pire qu'une intention. Mouchette. Donc c'était le deuxième film que je faisais, j'avais fait Balthazar déjà comme assistant. Et le garde-chasse dit « Où vas-tu, Mouchette ?» et Robert Bresson dit « Pourquoi le faites-vous interrogatif ?» Bon, je ne veux pas avoir l'air de dire « Voyez... D'une certaine façon, tout est là. Pas d'effet. « Où vas-tu, Mouchette ?» Point. De même que très souvent, il oblige et il demande à ses acteurs de ne pas se regarder. Parce que si ce... J'avais jamais été sur un plateau de cinéma, donc je savais même pas. D'ailleurs, certains techniciens me disaient, tu sais, c'est pas comme ça d'habitude. Vous voyez, mais ça se passe pas, en général, ça se passe pas comme ça du tout, et tout, parce que pour eux, c'était quand même très différent d'un tournage d'un film normal, quoi. Il dégageait justement un grand calme. Vous voyez, il n'y a pas de très aimable avec les gens, très courtois, très comme ça, mais restant quelquefois 2 heures dans un coin en train de cogiter pour savoir ce qu'il allait faire, comment il allait faire le plan, s'il ne savait pas comment il allait le faire ou n'importe quoi. Mais il fallait on ne bougeait pas autour. Hein. On n'était pas en train, comme dans beaucoup de films, d'un seul coup, pendant qu'on fait les tirages, je sais pas, les assistants d'un seul coup discutent entre eux, plaisantent, ou non, non, non. C'était, vous savez, le calme complet, ça fait monter une tension extraordinaire. On se dit à quel moment, qu'est-ce qu'il faut faire, on ne bouge pas, est-ce qu'il faut faire un truc, non. Moi, je dis, c'est les seuls films où, quand je sortais de là, j'étais épuisée, mais pas physiquement, mais psychologiquement. Complètement épuisée de la tension nerveuse, alors que ces tournages, on a l'impression, ne sont pas des tournages comme ce Claude Sautet, où d'un seul coup, il y a une crise de colère ou des choses comme ça. Il y avait un petit peu sur Lancelot, hein, ça allait moins bien. Mais sinon, c'est une tension nerveuse constante. Si on veut bien rentrer dans son film, tension nerveuse, on peut rester 2 heures à attendre.
qu'il ait décidé quelque chose. Pour Lancelot, il a fait installer un travelling, je me souviens, ça a fait râler beaucoup, dans les bois, un travelling qui était relativement long, et je crois qu'il l'a fait changer 3 fois de place, parce qu'au fur et à mesure que le travelling était installé, qu'il regardait, ça ne correspondait plus, parce qu'en plus, comme on était en extérieur, le soleil changeait de position, donc l'éclairage devenait différent, et ça ne lui convenait plus. Alors on changeait de 2 mètres, les machinistes, fous de rage. J'en connaissais un que je connaissais sur beaucoup de films, il n'en pouvait plus. Les gens n'en pouvaient plus, parce que les gens ne comprennent pas forcément, s'ils ne rentrent pas, si vous voulez, dans sa logique, ne comprennent pas pourquoi on décale le travelling de 2 mètres, puis ça ne va pas encore, là on décale le travelling de 2 mètres, et on met 5 heures à faire un plan. Il y avait les hommes pour et les hommes contre. Les hommes pour, c'est... j'écoute totalement ce qu'il dit. Je ne m'énerve pas parce qu'on ne sait pas encore sur 1 mètre carré, après avoir déplacé la caméra 6 ou 7 fois, mais dans un tout petit espace. Hein. Ne pas avoir compris que là c'est encore pas bien et que si on se pousse un tout petit peu ça va être beaucoup mieux, etc. Bon, ça il faut se dire, c'est pas parce qu'il sait pas, c'est parce qu'il sait regarder, c'est parce qu'il sait choisir, c'est parce qu'il sait que là où elle est maintenant, ce n'est pas encore ce qu'il souhaite vraiment. Il suffit d'aller 20 cm à droite pour que tout change. Ça, voilà. Les hommes contre, c'est dire ce vieux machin, il sait encore pas ce qu'il veut. Voilà. Je l'ai entendu. Je dirais pas qui. Alors là aussi, Cloquet m'avait prévenu, il m'a dit, tu vas voir, il refait des plans sans arrêt. Je lui dis, comment ça? Il me dit, il refait des plans, il n'est pas content, on ne sait pas toujours pourquoi, mais il refait des plans, donc il faut que tu sois prêt à refaire des plans. Ce que les producteurs détestaient. D'ailleurs, il est arrivé une histoire comme ça avec Alain Poiret. Je pense que c'était à Lyon. Non, c'était à Paris en studio. Et on arrive un matin, le plan de travail portait un certain nombre de choses à faire. Et Bresson dit non, on ne fait pas ça, on refait parce que j'ai vu les refs hier soir, on ne va pas du tout, on va refaire ça. Oui, mais le directeur de production dit bah oui, mais ça. Bon. Oui, bah, tant pis. Bon. Et puis on se met à tourner donc un retake de je ne sais pas quel plan, je ne me souviens plus du tout. Et puis on était en train de le régler et de le tourner, quand quelqu'un arrive en courant en disant Alain Poiret de la Gaumont vient d'arriver au studio, il arrive sur le plateau. Alors, catastrophe, parce qu'il allait s'apercevoir qu'on refaisait des plans. Donc en 3 minutes, on a remis en place le plan qu'on devait faire normalement, et on a fait semblant de le tourner. Et donc Alain Poiret est arrivé sur le plateau, on était en train de tourner le plan prévu du plan de travail. En fait, on ne le tournait pas parce que rien n'était éclairé du tout. Alain Poiret était très content de voir ça. Et dès qu'il a été parti, on a recommencé à faire le plan. Ben non, parce que je veux dire, refaire des plans c'est bien, mais je veux dire, il avait quand même un certain nombre de jours, comme tout le monde. J'avais posé une fois la question à Bresson, c'était dans Hasard Balthazar. Je dis, mais monsieur Bresson, je ne comprends pas, le plan de travail est beaucoup trop court pour tout ce qu'on a à faire. Je dis quand même, vous avez l'expérience, vous savez bien que vous tournez, et vous mettez beaucoup de temps pour tourner certains plans et tout. Il me dit, oui, je sais. Je dis, mais pourquoi vous avez signé le plan de travail? Il fallait dire que vous n'étiez pas d'accord, mais il me dit, si je n'étais pas d'accord, je demandais 2 semaines de plus, le film ne se faisait pas. Alors il dit, moi je signe le plan de travail, je signe tout ce qu'on veut, et puis il me dit après, quand on en est à moitié du film, si on prend une semaine de retard, on prend une semaine de retard, et puis moi j'ai été passionné de travailler avec lui. Hein. Mais il avait vraiment besoin de quelqu'un, je pense, qui à la fois comprenait ses inquiétudes et ses désirs, et le rassurait peut-être aussi. Un jour, un samedi, il me dit « Geneviève, vous seriez gentille, je voudrais vous parler. Est-ce qu'on peut se retrouver quand tout le monde sera parti dans l'écurie ?» Oh, je me dis « Ça y est. Qu'est-ce que j'ai fait comme énorme bêtise? Ou est-ce que je lui plais pas? Ou qu'est-ce qui se passe ?» Alors, on s'est retrouvés là. Je vous dis que j'étais pas rassurée. Hein. Je ne le montrais pas, mais j'étais pas rassurée. Et il me dit « Ben voilà, je voudrais vous parler parce que depuis 15 jours que je vous connais...
j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a compris un peu ce que je veux faire, parce que j'avais dit que j'avais vu tous ces films et que moi je trouvais que c'était des films brûlants. Alors que les gens disent que c'est des films qui sont un film glacial. Et il me dit voilà, parce que ça fait 15 jours qu'on tourne, je ne sais plus où j'en suis, je doute de tout. Et j'ai besoin de discuter avec vous c'est pour le rassurer. Alors, vous savez, j'étais assez surprise qu'un metteur en scène comme lui doute. Mais en fait, je pense que tous les grands doutent toujours de ce qu'ils font. Je ne sais pas ce que vous devez en rencontrer, vous. Je pense que ça soit un grand peintre, d'un seul coup, il doit douter de son tableau ou de sa façon de faire. Lui, il doutait. Il va être fasciné. Mais il faut que ce soit une obligation. Moi, j'ai mis... j'ai un enfant qui devait avoir 7-8 ans que j'ai mis devant au hasard Balthazar. Bon, c'était le rejet total pendant 10 minutes, mais après il était fasciné en fait. Donc sa fascination, c'est les images qui fascinent. Mais tout ce que vous voyez est rebutant, quoi. Mais ce rebutement, ça bascule en fait. Il se passe le contraire, voilà. Et c'est ça la force, c'est-à-dire que le film est austère quand même, hein. Mais cette austérité, finalement, elle déclenche de la joie. Une joie cinématographique d'avoir vu une œuvre profonde. Mais cette joie est inversement proportionnelle, si vous voulez, aux conditions de vision. C'est-à-dire que c'est un film austère. Mais la récompense est à la fin. La récompense, elle est dans la mémoire du film, elle n'est pas dans le film. Le film, il est raide, hein. Et donc c'est ça le cinéma, c'est ce qu'on fabrique après. Donc du coup, vous allez avoir un souvenir de ce film extraordinaire. Mais la joie, on l'a pas au moment où on regarde. Il faut faire un effort, quoi. Donc c'est rétrospectif, en fait. Mais ça, moi j'ai vu sur mon fils, ça marche. C'est-à-dire qu'il m'en parle encore, quoi. Donc voilà. Et c'est pas dans les mœurs d'aujourd'hui. Les gens ne veulent pas à la fois, ils veulent jouir tout de suite. Voilà. Bresson, c'est pas ça. La jouissance, ça vient après.